avec Pascal Vino, on a une histoire un petit peu commune. C'était à l'époque la deuxième journée de l'Open Data. Nous avions fait ce livre blanc sur l'Open Data, TIC et tourisme. Et je crois que Pascal l'a utilisé pour promouvoir l'Open Data. Et donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ce que vous en aviez fait, en quoi ça vous a servi et votre vision aujourd'hui de l'importance de l'Open Data dans le tourisme? Oui, merci. Je confirme que c'est un document qui nous a été très utile et qui nous a permis de lancer toute l'aventure Data Tourisme qui continue aujourd'hui. Donc, merci encore pour la production de ces travaux-là. Pour retracer un petit peu l'histoire, nous, à l'époque, je travaillais pour la Fédération Tourisme et Territoire, qui s'appelait autrement à l'époque, mais la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme. On était en 2012, hein, je crois que le livre blanc est sorti en 2012. 2012-2013, et à l'époque, on n'était pas encore dans les problématiques open data au sens loi pour une république numérique, etc. Mais c'est un sujet qui commençait à émerger, sur lequel vous aviez pris pas mal d'avance avec ce livre blanc. Et nous, de notre côté, on se rendait compte que les informations touristiques étaient présentes dans nos structures, puisque les comités de tourisme et les offices de tourisme ont une mission de promotion de leur destination. Donc, ils connaissent l'offre, ils la recensent dans des bases de données. Mais le constat qu'on avait à l'époque, c'est que ces bases de données étaient dispatchées partout dans le territoire. Il y avait autant de bases de données que de départements, plus ou moins. C'était très utile pour leur propre usage, pour faire leurs brochures, pour faire leur site internet, etc. Mais dès qu'il était question de partager l'information avec des tiers, avec des diffuseurs, avec des privés, ça devenait tout de suite très compliqué parce que ces diffuseurs-là devaient venir frapper à la porte de chaque structure et puis demander si on voulait bien partager un fichier, des données, etc. Quand la structure ou quand le territoire voulait bien partager ces données, on mettait en place des flux, on envoyait des fichiers, on était dans des choses très compliquées du fait de l'hétérogénéité des données et des formats de données. Donc l'open data commençait déjà à pointer le bout de son nez et la notion d'interopérabilité, d'homogénéisation de l'information. Et nous, à notre niveau, Fédération nationale, on s'est dit, il y a un truc à faire pour créer on va dire un guichet unique, on l'appelait comme ça à l'époque, pour pouvoir fournir de l'information touristique à l'échelle de la France, en s'appuyant sur le travail de fourmi que peuvent faire tous les offices de tourisme, départements et régions sur le territoire. Et à l'époque, on avait bien identifié cette open data qui se développait, donc on s'est dit qu'il était pertinent de s'appuyer là-dessus parce que le partage est vraiment au cœur de cette problématique. Et sur le plan un peu plus technique, on s'est posé la question de voir si on devait tout casser et puis faire une grosse base de données nationale ou travailler sur quelque chose d'intermédiaire qui permettait de ne pas déstabiliser les territoires, de ne pas déstabiliser l'existant, mais de faire quand même cette histoire de guichet unique. C'est cette voie-là qu'on a choisi de suivre en créant une plateforme intermédiaire qui vient agréger les données des territoires pour proposer une plateforme nationale et mettre à disposition les données en open data. Et c'est vrai qu'à l'époque, le livre blanc nous a été très utile parce que il y avait beaucoup d'informations dont on s'est servi pour communiquer auprès des territoires, pour démystifier ce sujet d'open data qui à l'époque n'était pas encore très, très connu. 2012, ce n'était pas encore très répandu et encore moins sur le secteur du tourisme. Donc, expliquer ce que c'était que l'open data, l'intérêt que ça pouvait avoir pour les territoires, le fait de dire vous produisez de la donnée pour votre propre usage, mais si vous la partagez, vous allez voir, ça va être encore mieux. Vous n'allez pas vider votre coffre-fort, mais vous allez au contraire démultiplier la valorisation des données. On s'est beaucoup servi de ce document parce que les mots étaient bien choisis, les schémas étaient clairs et ça nous a vraiment permis, nous, de dessiner notre projet. Donc, à l'époque, en 2013, on a commencé à imaginer ce projet Data Tourisme. On a mis beaucoup de temps à le mettre en œuvre parce qu'on avait beau savoir où on voulait aller, on était quand même sur un projet assez ambitieux, assez colossal, qui nécessitait de la ressource et qui nécessitait des moyens parce qu'il fallait développer un outil pour faire cette agrégation de données. Donc, dans un premier temps, la fédération a essayé de s'organiser de son côté. On a vu que c'était trop compliqué et on a eu la chance
de voir la Direction générale des entreprises et l'État qui s'est intéressé à ce projet. On est allé leur présenter cette idée. Et ils nous ont dit, allez Banco, on vous accompagne là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et ils nous ont rejoints dans un comité de pilotage à 2 têtes sur ce projet-là. Ça nous a permis d'être lauréat des programmes investissement d'avenir. Donc là, on est déjà en 2015. Il s'est déjà passé un peu plus de 2 ans depuis le début de notre réflexion. On a déposé un dossier dans le cadre des programmes des PIA sur la transformation numérique et l'ouverture des données. On a bénéficié de financements qui nous ont permis à la fois de développer cette plateforme nationale et aussi de travailler sur le format de la donnée, puisqu'on avait une hétérogénéité dans les formats informatique et dans les vocabulaires qui étaient utilisés. Il existait dans le secteur du tourisme une norme qui s'appelait Tourin France à l'époque, mais qui n'a pas été entretenue au fil des années. Et on sait que les normes, si elles ne sont pas entretenues, elles deviennent très vite obsolètes. Donc, on est reparti de zéro sur un format de données qui s'appelle une ontologie parce que l'open data, ça rime bien avec le web sémantique. Donc, on a choisi ce format-là de données qui permet de mieux échanger entre jeux de données et entre secteurs. Donc, on a construit une ontologie, un dictionnaire national des données du tourisme et ensuite une plateforme qui nous permettait de rassembler tout ça. L'ontologie est sortie début 2017, la plateforme est sortie fin 2017. Et à l'époque, donc 2017, on avait une trentaine de départements qui participaient, qui avaient été convaincus par tous les arguments qu'on avait pu leur donner, qui avaient des bases de données suffisamment qualifiées et propres pour partager leurs informations. Donc une trentaine de départements et 40 000 données à peu près. Les données en question, c'est du recensement de points d'intérêt et d'événements touristiques. Donc, on liste tous les hébergements, tous les restaurants, tous les musées, toutes les plages, tous les lieux qui peuvent avoir un intérêt pour le tourisme. On les liste sous forme de données qu'on appelle données froides, donc une adresse, un descriptif, un numéro de téléphone, une photo éventuellement quand on peut le faire parce que sur l'open data, c'est un petit peu compliqué, des liens pour aller réserver, comme ça, de la géolocalisation. Bien évidemment, puisqu'on est sur un usage en mobilité, donc géolocalisation importante et précise. Et donc, on a démarré en 2017 avec 30 départements, 40 000 données. Et aujourd'hui, Data Tourisme continue son développement avec désormais, c'est plus 40 000, mais c'est 400 000 données qui sont recensées sur la plateforme et l'intégralité de la France métropolitaine qui publie des données pour alimenter cette plateforme. Donc, on a fait beaucoup de chemin depuis le lancement. On n'a pas terminé. On a encore beaucoup de travail à faire auprès des territoires pour leur expliquer l'intérêt et en s'appuyant sur des cas d'usage, parce qu'on sait que c'est ça aussi qui va engager le cercle vertueux. Plus on va montrer à quoi ça sert, plus les territoires auront envie de publier leurs données en open data. Ça faisait partie des éléments qui étaient décrits dans le livre blanc d'ailleurs à l'époque, de se dire cette histoire de cercle vertueux et de cas d'usage qui va faire qu'on aura envie de mettre encore plus de données. Ça prend du temps parce que c'est vrai que les entreprises doivent s'approprier les données, doivent mettre en place des projets. On voit qu'il y a des choses qui avancent beaucoup en ce moment parce que le numérique avance très vite et l'innovation et les besoins de créer des choses en mobilité, on est complètement dans le sujet. L'appel à projet innovation dont parlait Jean-Baptiste Lemoine en introduction, c'est quelque chose auquel nous on a participé en tant que membre du jury et où on a pu voir que les données mises en open data via Data Tourisme étaient très utiles à ces porteurs de projets et à ces startups qui créent des services numériques en s'appuyant sur la donnée du tourisme. Donc, on voit que cette problématique très large qu'est l'open data, appliquée au secteur du tourisme, a vraiment porté ses fruits, a bien avancé. Elle s'appuie beaucoup sur un travail d'animation parce que ce n'est pas l'outil qui fait tout. Il ne suffit pas de développer la plateforme et de la mettre en place. On aurait fait seulement ça, ça n'aurait pas fonctionné. On a vraiment un rôle très important d'animation de terrain parce que quand on parle d'office de tourisme ou de département-région, c'est 1500, 1300 structures et 12 000 salariés qu'il faut embarquer dans cette aventure de l'open data en leur expliquant pourquoi, et en animant des groupes de travail. On a fait le choix d'être dans de la co-construction et de la gouvernance collective avec tous les partenaires. C'est ce qui fait que ça prend un petit peu de temps aussi, mais je trouve que c'est vraiment efficace pour que chacun s'approprie ce projet. Et aujourd'hui, on travaille avec les territoires sur la qualité de la donnée, parce que maintenant que l'outil est développé,
On continue à le faire évoluer avec des briques complémentaires au fur et à mesure, mais le gros travail au quotidien et qui va durer tout le temps, c'est la qualification et la qualité de la donnée, parce que sur l'open data, la notion de qualité, elle est essentielle. Et quand on parle de qualité, on entend plein de choses. Et là aussi, encore une fois, c'est des choses qu'on a pu piocher dans le livre blanc. La qualité, ça peut être la fiabilité de la donnée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais ça peut aussi être la profondeur de l'information. Plus on va décrire, mieux ce sera. Plus on va mettre à jour, mieux ce sera. Plus on va qualifier les informations et les rendre exploitables, et plus on aura de résultats derrière. Donc tout ce travail de qualité, c'est des groupes de travail qu'on mène avec les territoires, que j'ai le plaisir d'animer avec tous nos adhérents pour qu'ils puissent améliorer leur process de collecte, de saisie dans les bases de données, pour jouer le jeu de l'open data et pour que ça serve à quelque chose et que ça permette de créer des services qui, au final, donnent des retombées pour les destinations, parce que l'objectif final, c'est évidemment de rendre les destinations touristiques plus visibles, toutes les destinations, et pas seulement les têtes de gondole de la France métropolitaine ou autre. Et c'est un travail de longue haleine, mais qui fonctionne très bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en gros, c'était le résumé de cette aventure que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Et il y a eu la réponse également qui était dans le chat. Le livre blanc est toujours disponible sur le site de Télécom Valley. Sandra, vous avez le lien. Et je crois, j'aimerais bien que Pascal, si vous pouviez le relire, entre guillemets, je crois qu'il n'a pas pris beaucoup de rides. Parce que comme vous le disiez, il n'est pas technologique, il est explicatif. C'était pour promouvoir. Je l'ai rebalayé il n'y a pas très longtemps en amont de ce webinaire, et je me suis dit qu'il n'avait pas vieilli depuis 2012, ce livre blanc. Il y a vraiment des sujets qui sont toujours d'actualité et dont on peut continuer à s'inspirer. Donc c'était vraiment un super boulot et ça nous a fait gagner un temps fou. Heureusement, parce qu'on a déjà mis beaucoup de temps à le mettre en place, ce projet. Donc heureusement qu'on avait ça en amont pour nous aider. Moi, j'ai peut-être une question sur les startups. Oui. Les startups du tourisme, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'elles viennent vous voir facilement pour de la data, pour savoir bien l'utiliser? Alors, elles viennent nous voir facilement, oui, et il y en a de plus en plus grâce aux incubateurs qui se mettent en place et qui se développent. Donc, c'est vrai qu'on est en échange très régulier avec le Welcome City Lab et l'équipe de Laurent Cage notamment, pour faire connaître le dispositif aux startups. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec le réseau France Tourisme Lab, qui est le réseau national des incubateurs de startups dans le tourisme. Je pense à Open Tourisme Lab en Occitanie, par exemple, avec qui on échange régulièrement. On a une présentation prévue dans pas longtemps auprès de leurs startups. Il y en a pas mal. Après, au niveau des projets qui ont besoin de cette data-là, on voit que tout le monde s'est engouffré en même temps sur les mêmes sujets, donc il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est vrai que quand Data Tourisme est sorti, par exemple, on a dit on rassemble sur un seul endroit tous les agendas touristiques de France avec quoi faire, où aller manger dans un kilomètre alentour, etc. On a été contacté par énormément de startups qui lançaient des applis mobiles où on se géolocalisait et on pouvait voir où manger, quoi faire autour de nous. Évidemment, sur le lot de ces dizaines de projets, il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis, mais il y a des choses qui ont réussi à aboutir. Donc, on a eu ces projets-là. On a eu beaucoup de projets autour de la cartographie qui sont sortis. Et puis, aujourd'hui, on est sur des choses un petit peu plus spécifiques et un peu plus abouties. Grâce à l'intelligence artificielle notamment, on a travaillé beaucoup avec une start-up, je ne sais pas si on peut l'appeler encore comme ça, mais une boîte qui s'appelle Devi, qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui a développé des conseillers virtuels touristiques. On a fait une expérimentation, par exemple, avec la Brittany Ferries, qui a travaillé avec nous pour mettre sur leur bateau des conseillers virtuels. C'était sous la forme d'un écran, mais une personne qui parlait en langage naturel avec le visiteur. Donc, la personne pouvait poser ses questions, la machine comprenait les questions et répondait en allant piocher dans Data Tourisme. Ça, c'est des technologies que nous ont proposées des entreprises vraiment innovantes qu'on a trouvées intéressantes, sur lesquelles on continue à travailler. Et puis aujourd'hui, avec l'appel à projet, notamment là, sur l'innovation et toutes les nouvelles problématiques liées à la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a encore des choses à construire
avec ces entreprises-là. On a rajouté récemment dans Data Tourisme pour tous les points d'intérêt des informations d'ordre sanitaire qui n'existaient pas par le passé, bien sûr, mais des champs qui ont été ajoutés pour décrire les protocoles appliqués, pour expliquer, rassurer le client et expliquer la manière dont on accueillait le client en ce moment. Et ça, c'est des champs qui sont beaucoup demandés par les entreprises parce que ça leur permet de tout récupérer en un seul flux de données dans un format qui est interopérable, qui peut être mixé à de la donnée de transport, de la donnée de culture, de la donnée d'autres secteurs. Et ça leur fait gagner un temps fou parce qu'on leur fournit la matière première normalisée, vérifiée, qui vient du terrain. Et derrière, ils n'ont pas besoin d'aller frapper aux portes de tout le monde pour récupérer l'info et ils peuvent se concentrer sur leur cœur de métier qui est vraiment le développement de produits innovants qu'à l'inverse, nous, territoires, on ne serait absolument pas en capacité de développer. Donc, on est vraiment sur une collaboration. C'est gagnant-gagnant vraiment pour tout le monde. Merci. Je crois qu'il y a une question, donc je passe la parole à Romain. Oui, j'avais une question. En fait, c'est avec tout ce flux de données qui provient de multiples acteurs, comment vous faites pour dédoublonner en fait, ces données et pour éviter d'avoir des redondances en fait? Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et c'est loin d'être le plus simple. En fait, nous, on a fait le choix pour le moment de n'accepter qu'un fournisseur de données par périmètre géographique. Pour éviter les doublons. Donc, ça évite pas à 100% les doublons parce que sur des zones frontalières, on peut avoir à un moment donné 2 offices de tourisme qui nous fournissent, par exemple, des informations sur le même musée. Mais ça reste très, très marginal sur la somme des 400 000 points d'intérêt. On a une difficulté aujourd'hui parce qu'on aimerait bien pouvoir ouvrir la contribution à Data Tourisme à d'autres acteurs que les offices de tourisme et les départements régions. On est contactés par des collectivités notamment qui produisent eux-mêmes de la donnée. Donc, ce n'est pas des structures touristiques, mais on en a qui produisent des informations événementielles notamment. Et aujourd'hui, on ne peut pas leur ouvrir la porte de la plateforme parce qu'on n'a pas encore développé la brique qui permettra de dédoublonner. Parce que ce n'est pas si simple que ça, dans le sens où il n'y a pas d'identifiant unique pour la plupart de ces points d'intérêt. On pourrait imaginer sur certaines entreprises qu'il y en a un et que ce serait le numéro de SIRET, par exemple, mais on sait que dans les bases de données, elles ne sont pas renseignées ou très peu. Donc, il faut qu'on arrive à faire des rapprochements et à faire de l'appairage de données en s'appuyant sur l'adresse, par exemple, la géolocalisation. Mais même ça, c'est compliqué parce que deux points d'intérêt géolocalisés, à quelques degrés près, ça peut bouger. Ça ne sera pas exactement la même donnée, donc on aura un peu de difficulté à détecter les doublons. Donc, on y travaille. J'ai bon espoir pour que ce soit résolu l'année prochaine parce qu'on a des projets d'évolution pour Data Tourisme qui permettraient de créer une petite brique supplémentaire qui va faire des rapprochements entre les données. On est en train de le faire sur les photos parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de photos aujourd'hui dans Data Tourisme parce que mettre une photo en open data pour un office de tourisme, c'est évidemment très risqué et très compliqué si on n'est pas sûr de l'origine de cette photo. En revanche, il existe des banques de données et je pense notamment à Wikimedia qui met à disposition des photos sur plein de points d'intérêt touristiques avec des licences qui sont exploitables et on est en train de développer une brique qui va permettre de rapprocher les photos libre de droit avec plein de guillemets parce que je sais qu'au sens juridique ça ne veut rien dire, mais en tout cas des photos diffusables, les rapprocher avec nos points d'intérêt. Donc on commence à mettre un pied dans ce rapprochement de données de sources multiples et j'espère qu'on va pouvoir aller vers ce dédoublonnage, mais c'est vraiment un sujet qu'on avait identifié dès le départ mais qu'on n'a pas été en mesure de régler au début parce que ça aurait nécessité des développements énormes qu'on n'avait pas la capacité de mettre en place. Donc à suivre.